Bon alors je vous avoue, je m'attendais absolument à rien pour cette course. Ça a super mal commencé et très bien fini, donc je suis un petit peu mitigé. J'ai plutôt aimé quand même, en règle générale, ce Grand Prix sur la piste, parce que tout ce qu'il y avait en dehors, bon, on va en parler. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque au Grand Prix de Las Vegas qui avait lieu ce dimanche. C'est parti. Bon alors tout commence dès le vendredi avec un rythme qui est vraiment mauvais pour les deux voitures et ça s'explique avec une bonne raison, la voiture est juste trop lente en ligne droite. Bon alors clairement depuis le début de l'année, c'est McLaren qui a le plus progressé en termes de performance, tellement que c'en est presque difficile à croire. Ils sont passés quasiment de la dernière voiture du plateau en termes de performance à pouvoir se battre de temps en temps avec Red Bull et à être globalement sur les 10 dernières courses la deuxième équipe. Donc c'est très impressionnant. Malheureusement, ils ont encore un point faible sur cette voiture, c'est la vitesse de pointe. La McLaren génère beaucoup d'appui aérodynamique et ça c'est super quand vous êtes sur un circuit avec plein de virages comme Monaco par exemple, mais quand vous êtes sur le circuit quasiment le plus rapide de la saison avec une ligne droite de 1,9 km et globalement que des lignes droites, c'est une ligne droite géante entrecoupée par 2-3 virages parce qu'à un moment il faut bien faire le tour. Sinon Las Vegas c'est quand même presque encore plus rapide qu'à Monza. Bon alors là forcément dans ces cas-là c'est un peu la galère pour vous. C'est de la merde. Et c'est totalement ce qui est arrivé à McLaren ce week-end qui a pas pu faire grand chose parce que c'est juste la philosophie de leur voiture. Alors justement quand on manque de vitesse de pointe, ça a été le cas souvent d'Alpine cette saison et on en a parlé sur la chaîne, on a tendance à débraquer les ailerons énormément pour justement essayer de compenser un petit peu en ligne droite. Malheureusement le peu de virages que vous avez, vous galérez de fou. En plus de ça vous n'arrivez pas à chauffer les gommes et on va en reparler, c'était un petit peu compliqué à Las Vegas. Donc au final vous n'êtes pas beaucoup plus rapide dans les lignes droites parce qu'il vous en manque quand même. Et en plus de ça vous perdez du temps dans les virages et vous n'arrivez pas à chauffer vos pneus, bref c'est l'enfer. Donc un vendredi cata pour McLaren qui s'est suivi par un samedi à peu près similaire. Norris et Piastri se qualifient respectivement 16e et 19e. Ça fait très mal, les deux voitures sortent en Q1. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est très compliqué et à partir de ce moment-là, on se dit que la course, elle va pas être facile pour les deux pilotes. D'autant qu'en course, c'est souvent la vitesse en ligne droite qui va vous aider parce que si vous êtes plus rapide que les autres dans les virages, ça sert pas vraiment à grand chose parce que certes, vous allez recoller, mais vous allez jamais vraiment pouvoir passer en plein milieu d'un virage. Alors que si vous êtes plus rapide dans la ligne droite, vous allez pouvoir dépasser justement au freinage. Pas vraiment la meilleure opération pour McLaren. Alors globalement, dimanche, ça s'est plutôt bien passé pour les McLaren qui ont réussi à éviter l'incident du premier virage. Ça, c'était pour 2 tours. Et oui, parce qu'au deuxième tour, Lando Norris perd la voiture assez violemment en plein milieu d'une courbe et se crash avec bonne petite toupie, ça tape dans tous les sens. Gros crash quand même pour lui, qui était vachement sonné. À la radio, on l'entendait un petit peu essoufflé, un petit peu choqué et du mal à reprendre ses esprits. Il a même été transféré du centre médical jusqu'à l'hôpital pour plus d'examens. Il va bien, mais il était quand même un petit peu choqué, un petit peu sonné. Donc gros crash qui nous élimine déjà une McLaren après seulement 2 tours. De son côté, Piastri réalise une course plutôt solide avec un bon rythme. Il arrive à remonter dans le top 10 jusqu'au tour 16 où il y a un incident avec Lewis Hamilton. Et oui, effectivement, freinage du virage 14 juste après la fameuse ligne droite d'1,9 km. Les deux pilotes se touchent, l'avant droit pour Piastri, l'arrière gauche pour Hamilton. Un tout petit contact qui 99,9% du temps ne fait rien à vos monoplaces. Et ben là, malheureusement, crevaison est pour les deux pilotes. Alors dans son malheur, Piastri il a un petit peu de chance par rapport à Lewis Hamilton parce qu'il s'en rend compte direct et au virage 14 vous êtes tout proche de la pit lane, donc il s'arrête immédiatement, change ses pneus et repart avec un nouveau train de gomme dure, lui qui était déjà parti sur cette gomme au départ, et donc forcément on sait qu'à ce moment-là il va y avoir un deuxième arrêt. Derrière le rythme est vraiment bon et 10 tours plus tard seulement, safety car, malheureusement elle est trop tôt pour lui pour passer des médiums et encore plus pour passer des softs, donc on est obligé de rester en piste avec ses gommes dures et d'attendre plus longtemps pour aller passer les médiums et finir la course. Malheureusement pour lui, il remonte, il est P4 pendant une grande partie de la course, il est même un moment menaçant sur le top 3 composé des deux Red Bull et de la Ferrari Charles Leclerc, mais à un moment il faut bien s'arrêter et c'est ce qu'il fait au 43e tour pour chausser des médiums. Alors j'ai quand même une petite interrogation sur cette stratégie que je trouve pas incroyable. Alors certes il fallait s'arrêter à nouveau et ça c'était inévitable, mais je pense qu'on aurait pu l'arrêter bien plus tôt qu'au 43e tour parce qu'à ce moment-là il vous reste que 7 tours pour essayer de faire la différence et de remonter, d'autant qu'à la fin il était avion, il a même signé le meilleur temps. Si on l'avait arrêté peut-être 10 tours plus tôt, on a vu que les médiums ils tenaient largement une vingtaine de tours, Leclerc en a fait plus, on aurait pu techniquement du côté de Piastri s'arrêter un petit peu plus tôt pour avoir plus de temps pour dépasser ensuite, surtout qu'il était plus rapide que n'importe qui sur le circuit. En tout cas, en toute fin de course, il réussit à passer Gasly pour attraper une 10e place. C'est vraiment dommage parce que en course pour le coup, on avait l'impression que McLaren avait beaucoup plus de rythme. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé entre samedi et dimanche parce que il y a le parc fermé, donc il n'y a pas eu de changement de réglage, ça c'est clair. Peut-être les différences de température, il faisait quand même 5-6 degrés plus chaud le dimanche que le samedi. Ça a aidé globalement un petit peu tout le monde parce qu'il faisait frais quand même à Las Vegas.
Bon alors rapidement, maintenant je voulais vous parler de Lance Stroll qui a fait une course vraiment très solide et très discrète. On l'a quasiment pas vu de la course à l'écran, mais franchement il était plutôt rapide, il a réussi à faire une course, comme je disais, solide, sans erreur, pas avec un rythme non plus tonitruant, hein. Sur la fin il avait un petit peu de mal face à Russell et même Ocon devant lui qui était en pneus pourtant plus usés, mais ça s'est quand même plutôt bien défendu pour aller choper une 5e place quand vous partez 19e, c'est franchement une très belle perf. Alors les raisons de ce bon résultat s'expliquent dès le départ, puisqu'il évite l'incident du premier virage causé par son coéquipier. Ce faux fil gagne beaucoup de positions, il s'arrête ensuite dès le 3e tour pour se débarrasser de sa gomme tendre hein, que quelques-uns ont essayé au départ pour sauter quelques positions. Il chausse donc des durs au 3e tour et ensuite il va profiter de cette fameuse safety car du 26e tour pour changer une 2e fois, repasser sur de la gomme dure et aller jusqu'au bout du Grand Prix comme ça. Belle strat, il a su être à l'écoute d'opportunités et profiter de l'incident du premier virage et de la safety car pour finir 5e. Belle perf, pas d'erreur, j'ai pas grand chose de plus à dire. Bien joué Joe. Bon alors rapidement je vais vous parler d'Alonso qui a vécu un week-end un petit peu plus difficile, lui surtout le dimanche, hein, parce qu'en qualif ça s'est plutôt bien passé entre guillemets. Il a quand même réussi à rentrer en Q3 même si c'était un petit peu difficile. Il gagne même une position avec la pénalité de Sainz et se retrouve donc un petit peu au milieu du paquet pour le départ. Malheureusement ce départ il l'a loupé complètement en freinant beaucoup trop tard. Alors il spin tout seul comme un grand. J'ai glissé, chef. Sauf qu'avec lui, il va emmener pas mal de pilotes, dont Bottas et Perez notamment, qui vont être vraiment les plus touchés par l'incident. Et sinon, il va en faire élargir un paquet. Derrière, il fait une course plutôt moyenne, j'ai envie de dire, avec un rythme correct, mais pas non plus incroyable. Il termine quand même pas si loin des Mercedes devant lui. Course un petit peu moyenne de la part d'Alonso, et surtout une erreur très rare pour l'Espagnol. Bon alors tant qu'on parle des pilotes qui en ont profité de cet incident du premier virage, on va parler d'Esteban Ocon qui réalise une incroyable performance lui aussi, avec un petit peu plus de rythme encore que Lance Stroll. Il partait 17e sur la grille. Vendredi et samedi compliqué pour Ocon, il s'est pris la fameuse bouche d'égout dont on va reparler, vous inquiétez pas. Le samedi c'était pas beaucoup mieux, il sort en Q1 malheureusement quand son coéquipier fait P4, mais le lendemain les rôles ont été inversés. Et oui, le dimanche c'est Esteban Ocon qui termine 4e alors que Gasly lui termine pas aussi loin mais quand même 11e à la porte des points malheureusement, avec beaucoup de graining sur la fin de course et surtout un problème de batterie dont personne n'a parlé, que ce soit du côté d'Alpine ou de Pierre Gasly. Je sais pas, peut-être qu'on n'avait pas trop envie de s'étaler sur le sujet, mais qui peut expliquer aussi la grosse perte de rythme en fin de course. Bon alors si on revient sur Ocon, un petit peu comme Stroll, il voit tout le monde partir à l'extérieur en mode ciao bye bye au premier virage. De là, il fait une course vraiment très bonne, il nous a donné un petit peu des sueurs froides en attaquant Pierre Gasly à la mi-course. C'était chaud entre les deux. Quoi? Alors effectivement, à ce moment-là, les deux pilotes savent que si ça se passe mal devant, on joue potentiellement un podium ou en tout cas une 4e place. Donc ça attaque fort. On dit à Esteban Ocon, pendant qu'il attaque, de maintenir les positions. Alors lui, en interview, il dit qu'il a entendu que position et pas maintenir. Bizarre. En tout cas, Bruno Famin, le directeur d'Alpine par intérim en attendant un nouveau team principal, le confiait à la fin de la course. C'était une bonne décision de la part d'Ocon au final parce qu'il avait beaucoup plus de rythme que Gasly à ce moment-là de la course. Même jusqu'à l'arrivée en fait, il avait plus de rythme, donc il a eu raison. Il passe donc Gasly et après, il avait un rythme d'enfer pour se mettre à l'abri de tous les pilotes qui le poursuivaient. Lance Stroll a joué un petit peu les bouchons, hein. Il n'arrivait pas à le rattraper, mais en même temps, il arrivait plutôt bien à garder les pilotes derrière lui. Bon alors niveau stratégie, médium dur, il s'arrête au 20e tour. Voilà, stratégie plutôt classique, un arrêt. Il n'a pas pu profiter du coup de cette safety car du 26e tour parce qu'il avait déjà des pneus neufs durs à ce moment-là. Donc pour le français, pas vraiment d'avantage stratégique, hein, surtout si on le compare à Stroll, ce qui, je trouve, souligne encore plus la performance. Bon alors juste pour finir, il faut qu'on parle de la perfo de l'Alpine en elle-même, que je ne comprends absolument pas, hein. C'est un mystère, j'ai regardé un petit peu sur Twitter, personne ne comprend, même les mecs un petit peu chauds en aéro et tout, c'est un mystère. Alors sur cette piste, on les attendait clairement pas parce qu'un petit peu comme McLaren, ils ont beaucoup de soucis en ligne droite depuis le début de saison. Ils étaient avions tout le week-end, P4 pour Gasly en qualif, très bon rythme hein, pour lui même en course. P4 d'Ocon au final, qui avait lui aussi un très bon rythme et qui arrive quand même à tenir Russell pendant plusieurs tours. Je sais pas ce qui s'est passé chez Alpine ce week-end. Alors maintenant, je vais vous parler de l'incroyable bataille pour la victoire que nous ont offert Max Verstappen et Charles Leclerc avec un petit Sergio Pérez qui est arrivé en retard à la mi-course. Alors les Ferrari ce week-end, c'était clairement les voitures les plus rapides et ce, en qualif et en rythme de course de très peu par rapport à la Red Bull, mais il y avait un petit avantage du côté de Ferrari, surtout en ligne droite, et on l'a dit tout à l'heure, hein, la ligne droite c'est important à Las Vegas. Leclerc et Sainz se qualifient 1 et 2 sur la grille, donc on montre bien qu'on a de la performance du côté de Ferrari, ça c'est plutôt normal, hein. Le samedi on est habitué, 3e pole en 4 courses pour Charles Leclerc,
le samedi, il maîtrise. Et par contre, il y a un truc qui se passe moins bien chez Ferrari, c'est le dimanche, avec une voiture qui dégrade un petit peu trop ses pneus et qui forcément se fait rattraper par l'inarrêtable Red Bull de Max Verstappen qui, elle, semble chouchouter ses pneus à la perfection. Et ben ce dimanche, c'était pas vraiment le cas. C'était même plutôt l'inverse, surtout sur le premier relais. Ce Grand Prix de Las Vegas était l'un des plus glissants de l'année, avec des températures fraîches, alors pas aussi fraîches que ce qu'on attendait, on va en reparler en fin de vidéo, mais quand même pas ouf niveau chauffe des pneus. Un asphalte tout neuf avec beaucoup d'huile qui remonte à la surface, ce qui le rend très glissant. On était globalement sur une patinoire à Las Vegas, et ces conditions-là sont très propices au graining. Le graining, c'est quoi? C'est le peluchage de la gomme, si vous voulez la traduction française. Ça fait des petites boulettes en surface de la gomme qui du coup vous empêchent de vraiment être bien en contact avec le sol et vous ralentit énormément. Alors le graining, si vous êtes bon ou si vous avez un peu de chance, vous arrivez à vous en débarrasser au bout d'un moment. Et les Ferrari, elles géraient super bien ce problème avec des pneus qui étaient vraiment très propres. Visuellement, ils étaient, on aurait dit qu'ils étaient neufs par rapport à la Red Bull qui se marquait très vite, surtout sur la gomme médium dans le premier relais. Leclerc et Verstappen s'élancent 1 et 2 sur la grille puisque Sainz s'est pénalisé. On va en reparler aussi, vous inquiétez pas. Départ très moyen pour le Monégasque qui patine beaucoup par rapport à Verstappen qui prend le meilleur au premier virage dans une manœuvre un petit peu controversée. Alors effectivement, les deux attaquent la zone de freinage à peu près à la même hauteur, sauf que Verstappen va décider de freiner tard, très tard. Tellement tard que lui tout seul n'aurait pas pu prendre le virage dans les limites de piste, sauf que à sa droite, il y a un certain Charles Leclerc qui est à l'extérieur du coup. Sur cet incident, on peut relever deux infractions au règlement sportif. La première, c'est d'avoir poussé un autre pilote en dehors des limites de piste, ce qui est formellement interdit par le règlement. Et la deuxième, elle est plus intéressante puisque c'est le fait d'avoir dépassé un autre pilote en dehors des limites de piste. Alors ce qui est assez fou là-dedans, c'est qu'on est en train de parler d'un dépassement en dehors des track limites, alors qu'il est à l'intérieur de Leclerc, ce qui montre bien à quel point il l'a envoyé loin le frérot. Bon alors pour ça, il prend quand même 5 secondes de pénalité ultra méritée. Si la FIA avait voulu être plus sévère, elle aurait pu mettre 2 fois 5 secondes puisqu'il y a techniquement 2 infractions au règlement sportif, mais ça aurait été quand même un peu abusé de la part de la FIA. Et à partir de là, il va dérouler en gagnant 3-4 dixièmes par tour et on se dit ça y est, c'est fini. Sauf que Charles Leclerc et Ferrari, ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Avec une dégradation plus maîtrisée et un meilleur rythme sur la gomme médium, ils remontent sur Verstappen au point de le menacer et même de le dépasser à la régulière. DRS ouvert, c'était magnifique, il a bien freiné tard et emmené Verstappen un petit peu à l'extérieur pour l'empêcher de défendre. Verstappen s'arrête au tour 16 pour se débarrasser de cette gomme médium. De son côté, Charles, avec des pneus bien plus frais, continue, s'arrête 5 tours plus tard pour chausser les durs qui vont l'emmener jusqu'à la fin de la course. Sauf que si vous avez suivi, vous savez que 5 tours plus tard, au tour 26, il y a la fameuse safety car qui a arrangé pas mal de monde, mais qui a pas vraiment arrangé Charles Leclerc. Et oui, pendant cette safety car, non seulement Max Verstappen va s'arrêter pour chausser de nouveau des gommes dures et donc avoir des pneus plus frais que Charles Leclerc, mais il y a aussi son coéquipier, Sergio Pérez, qui lui s'arrête pour la deuxième fois de la course. Pérez s'est fait piéger comme pas mal au premier virage par l'incident d'Alonso. Il a dû rentrer dès la fin du premier tour pour changer son aileron. Il en a profité forcément pour lâcher les médiums et prendre des durs. Et pendant tout ce relais en dur, la stratégie elle est claire pour Pérez, rester en piste le plus longtemps possible en espérant un nouvel incident. Et ben ils ont tapé dans le mille. Safety car alors qu'il est en tête de la course, il s'arrête avec un arrêt quasiment gratuit. Et après le restart, on se retrouve avec 2 Red Bull face à une Ferrari et surtout 2 Red Bull qui ont des pneus 5 tours plus frais que ceux de Charles Leclerc. Ça paraît pas énorme, vous allez me dire, mais ça fait une belle différence, d'autant que la performance des deux voitures était si proche que là clairement le moindre petit avantage peut faire son effet. Les Red Bull vont alors être plus rapides que Leclerc sur ce train de gomme dure et Verstappen va facilement, j'ai envie de dire presque, passer Pérez puis Leclerc pour la tête de la course. Derrière, Leclerc se fait passer par Pérez lui aussi avec une petite erreur au virage 12, il bloque les roues, un virage très compliqué où il faut commencer à freiner alors qu'on est encore le volant braqué, donc ça peut arriver, d'autant que le circuit il glisse pas mal et que les pneus à ce moment-là ils étaient assez usés du côté de Leclerc. Au final on se dit que c'est terminé et qu'il va jamais revenir. Il le fait, encore une fois, comme au début de course avec Verstappen, il remonte petit à petit sur Pérez, rentre dans la zone DRS, et dans le dernier tour, il nous offre un dépassement magnifique sur Pérez, avec un giga frein des enfers, un dive bomb comme on en connaît sur F1 23, mais celui-ci pour le coup il était maîtrisé, aucun blocage de roue, ni l'avant ni l'arrière, la voiture n'est pas du tout déstabilisée. Il prend Pérez par surprise au virage 14, qu'il n'a pas du tout vu venir, alors qu'il a vraiment fait ça toute la course Leclerc. On aurait pu prévenir Pérez, alors je sais pas si on l'a fait, mais en tout cas Pérez il s'est fait endormir comme un bleu. Putain, fais chier! J'avais tout prévu! Leclerc passe et termine finalement deuxième à seulement 2 secondes de Verstappen qui a un petit peu ralenti sur la fin pour essayer de donner une aspiration à Pérez. Sinon il aurait eu 3-4 secondes d'avance. C'est vraiment bien pour le sport en général. Il y a eu une vraie bataille pour la victoire. Même si à la fin Verstappen il semblait être un petit peu en facilité avec 4 secondes d'avance à peu près sur ses 2 poursuivants. Ça reste quand même très serré avec beaucoup de dépassements pour cette tête de course et même pour les autres positions du podium entre Pérez et Leclerc. C'était franchement une super bataille à voir avec 3 très bons pilotes.
Dernier point sur le Grand Prix de Las Vegas en lui-même, l'événement qu'est le Grand Prix de Las Vegas, qu'on annonce depuis plus d'1 an maintenant je crois. Ça fait longtemps qu'on nous bassine avec ça. Alors c'est le premier Grand Prix de l'histoire organisé par la F1 elle-même. Liberty Media est son propre promoteur pour cette course. Du coup pas mal d'investissement avec un bâtiment des stands qui va servir de QG à la Formule 1 aux États-Unis, coûtant plus de 240 millions de dollars. La fameuse sphère de Las Vegas réservée à la Formule 1 pendant les 3 jours, qui d'ailleurs ne devait pas diffuser de couleur bleu, jaune ou rouge pour éviter la confusion chez les pilotes avec les drapeaux. C'est loupé. Pendant que les voitures roulaient, il y avait littéralement le logo Google Chrome. Et je crois qu'il y a eu un petit oubli de ce côté-là. On bat les couilles, frère. Bref, beaucoup d'investissements pour le show ce week-end avec un spectacle de drones, une cérémonie d'ouverture qui était d'ailleurs cringe au possible. C'est pas vraiment ce qu'on attend en tant que fan de Formule 1. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du spectacle en piste, c'est du sportif. Mais bon, c'est comme ça, c'est la F1. Il faut aussi faire du show à côté et c'est très à l'américaine. C'est pas vraiment de mon goût, c'est pas vraiment du goût de Verstappen non plus, qui a été très critique jusqu'à l'arrivée, globalement, où là, une fois qu'il a gagné, le circuit était bien, les batailles étaient cool, l'ambiance du week-end était super. Alors je crois que le moment le plus cringe du week-end, c'est le speaker qui annonce l'arrivée de tous les pilotes sur la grille. Et au tour de Pérez, c'était hilarant. Le Mexicain a complètement bugué après qu'on l'ait annoncé. Il savait pas quoi faire, il savait pas où aller. Il regardait juste le mec en mode « c'est cool, tu m'as annoncé, et maintenant je fais quoi en fait ?» Bref, niveau spectacle, que ce soit cringe ou pas, on a été servi ce week-end, mais on va parler sportif un petit peu. Ah oui, parce que je l'ai dit en intro, j'ai vraiment trouvé la course géniale, il y avait des dépassements dans tous les sens. On avait l'impression de se retrouver un petit peu à Bahreïn en 2022 avec Leclerc et Verstappen qui pouvaient attaquer, se passer, se redépasser, défendre, etc. C'était vraiment sympa et d'ailleurs les pilotes étaient très contents à l'arrivée de la course. Sauf qu'avant ça, le week-end, il n'a pas été de tout repos, que ce soit pour les organisateurs, les fans ou les équipes. J'en avais déjà parlé plus tôt dans la semaine sur TikTok et Instagram. La course avait de grandes chances de devenir la plus froide de l'histoire de la Formule 1, puisqu'on attendait des températures comprises entre 5 et 10 degrés, et le record était à 4,8. Alors au final, ça n'a pas du tout été le cas, puisque le dimanche, il a carrément fait entre 18 et 19 degrés, donc c'était plutôt pas mal pour les équipes et les pilotes, parce que sinon ça aurait été une catastrophe pour chauffer les gommes, les freins, à peu près tout. Déjà que la piste est très glissante, on en a parlé un petit peu plus tôt, ça aurait été vraiment une énorme cata. Bon alors ça, c'était le premier point sur lequel s'inquiéter, mais le deuxième, on l'avait pas vu venir. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans une ville, il y a forcément des plaques d'égout. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et en général, on les soude et on les scelle au sol pour éviter que les Formule 1 ne les soulèvent avec leur passage. Là, je sais pas si ça a été pas fait ou mal fait, mais en tout cas, une plaque s'est levée dans la grande ligne droite à plus de 300 km/h sous la voiture de Carlos Sainz, détruisant la voiture de l'Espagnol au passage. Fond plat, châssis, batterie et même le baquet de Carlos Sainz était abîmé. Le moteur a coupé directement quand la plaque a tapé sous la voiture. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour l'histoire là, c'est la batterie. C'était la dernière de Ferrari et c'est normal, il reste que 2 courses. Donc finalement, une batterie pour faire 2 courses, ça suffit largement. Sauf que il a dû en changer et donc 10 secondes de pénalité. Ouais, vous avez bien entendu. Il roule tranquille, il y a une plaque d'égout qui se dessoude, pète sa bagnole, ça coûte 1,5 million d'euros à Ferrari, rien qu'en réparation, sachant que ça rentre dans le budget cap, donc là, Ferrari vient de perdre 1,5 million d'euros qu'ils auraient pu investir dans du développement. Alors dans le règlement, rien n'est prévu pour le cas où c'est le circuit qui abîme votre voiture directement. Du coup, la FIA s'est dit, ok, on vous pénalise pas, on invoque un cas de force majeure, sauf qu'une certaine équipe à l'étoile, du nom de Mercedes, si vous l'aviez pas déjà, est allée voir les stewards et leur a dit, les frérots, le règlement, il dit 10 places pour changement de batterie, et il dit pas autre chose. Donc on va l'appliquer ce règlement. Alors vous allez me dire, on joue la 2e place du championnat constructeur avec des dizaines de millions d'euros à la clé. C'est le jeu, mais c'est quand même un peu dégueulasse. Bon alors il n'y a pas que Carlos Sainz qui se l'est prise cette plaque d'égout, puisqu'après s'être envolé et avoir atterri sur la piste, c'est au tour d'Esteban Ocon de se la prendre, avec un incident assez similaire, ça a cassé fond plat, châssis, baquet, il y avait même un trou dans le baquet. C'est-à-dire que vous regardiez dans le cockpit d'Esteban Ocon, vous voyez le sol. C'est quand même ultra dangereux, genre on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Genre à tout moment tu te prends une plaque d'égout dans le cul. Ça fait quand même mal au cul, hein. Alors dit comme ça peut faire marrer, mais c'est quand même ultra dangereux. Bon alors forcément à ce moment-là, drapeau rouge, après seulement 8 minutes de roulage dans la FP1 qu'on va finalement annuler, la séance ne redémarrera pas, et on aura une FP2 2h30 en retard, et qui finira à quasiment 4h du matin, heure locale, une séance d'1h30, rallongée de 30 minutes pour essayer de compenser le temps de roulage perdu pour la première séance. La surprise c'est qu'à 1h du matin, heure locale, soit bien avant que les Formule 1 ne reprennent la piste pour la FP2, on a gentiment dit à tous les fans, barrez-vous. Genre, rentrez chez vous les frérots, on ferme le circuit. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez, la porte, yes, clac, yes. Alors en fait, la journée avait été tellement longue que tous les employés, sécurité, organisation, etc., avaient fini leurs heures et ne pouvaient pas en faire plus. Du coup, si on n'a personne pour sécuriser l'endroit et aiguiller les gens, etc., et les surveiller, on est obligé de les faire rentrer chez eux.
Alors on parle quand même du Grand Prix le plus cher de la saison et même peut-être le plus cher de l'histoire. Donc on se dit remboursement, sauf que la F1 en a décidé autrement puisqu'ils ont proposé aux fans 200 $ de bons d'achat dans la boutique de la F1. Ouais, tu peux t'acheter un pull. Je pense qu'il y en a certains qui ont encore mal au cul. Bon, il y a déjà une action en justice qui est en train de se monter là-bas contre la F1, donc je pense que ça devrait évoluer dans les semaines à venir et qu'on va finir par les rembourser. Mais ça montre quand même le côté zinzin de la F1 où vraiment, mais tout pour la thune quoi. Alors je le savais, mais c'est toujours aussi surprenant. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. J'aime énormément l'argent. Bon, le week-end du coup avait très mal commencé avec tous ces incidents, mais ensuite sportivement, la qualif a été plutôt très sympa à regarder avec des voitures qui passaient tout proche des murs à plus de 340 km/h. C'était vraiment impressionnant, ça me rappelait un petit peu Jeddah des fois. Et la course, on en a parlé, elle était quand même vachement cool. Pour moi, une des meilleures courses de la saison. Donc au final, j'ai vraiment du mal à me faire un avis parce que j'ai kiffé la course, mais avant ça, je détestais le week-end. Pour conclure, je vais vous laisser sur l'avis de Max Verstappen. Monaco, c'est la Ligue des Champions et ici, c'est la Ligue nationale. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier Grand Prix de la saison. Déjà, Abu Dhabi, dernier rendez-vous de l'année avant de se retrouver en mars prochain pour un nouveau Grand Prix à Bahreïn. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Twitch, je le répète jamais assez. Mettez un like et un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et portez-vous bien. Ciao ciao.